Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le soleil tapait d'un coup sur les rues animées d'Abuja, la chaleur s'élevant par vagues chatoyantes depuis le bitume. Les voitures passaient en trombe, klaxons hurlants, vendeurs criant, et l'odeur du maïs grillé et des gaz d'échappement se mêlait à l'air. Au milieu du chaos se tenait Adana, son ventre rond visiblement dessiné sous sa robe ample et délavée. Son plateau de pain tenait en équilibre précaire sur sa tête, une habileté qu'elle avait perfectionnée au cours des 5 derniers mois passés à survivre à cette rude agitation routière. Son visage luisait de sueur et ses yeux allaient et venaient tandis qu'elle tentait de vendre sa marchandise à des passants indifférents. Puis, soudain, un homme brutal la bouscula, la faisant trébucher et faillit tomber. « Écarte-toi, je t'en prie », gronda-t-il en enjambant l'un des pains tombés au sol. Elle se pencha lentement pour le ramasser, grimaçant sous une vive douleur dans le dos. Un petit attroupement commença à se former, plus curieux qu'inquiet. Et juste au moment où elle se redressait, un élégant SUV noir s'arrêta dans un crissement de pneus. À l'intérieur du véhicule aux vitres teintées, Kolechi Okonjo était assis, le regard vide, loin de la route et encore plus de la signification de son titre. Fils unique du président, il était connu dans tout le pays pour son brillant passé en affaires et sa récente réclusion. Le convoi se dirigeait vers une réception privée lorsque le désordre sur le bord de la route attira son attention. Au début, il l'ignora, mais quelque chose le fit à nouveau regarder. Une femme, enceinte, peinant à ramasser des miches de pain sur la route poussiéreuse, sous le regard impassible des passants. Sur un coup de tête, il fit signe à son chauffeur. L'arrêt soudain surprit son équipe de sécurité, qui sortit rapidement pour évaluer la situation. « Monsieur, ce n'est qu'un vendeur de pain. »« Allons-y » murmura l'un d'eux. Mais Kolechi avait déjà ouvert la porte, ajustant sa chemise blanche impeccable en sortant. « Le silence retomba sur la rue. Adana si Figia. » Elle avait vu passer des convois d'innombrables fois. Des personnalités importantes protégées par des vitres pare-balles, les pauvres n'étaient que des ombres floues sur leurs vitres. Mais maintenant, l'un d'eux s'avançait vers elle. Elle cligna des yeux, se demandant si la chaleur ne lui jouait pas des tours. L'aura de l'homme lui était inconnue, mais imposante. Il ne souriait pas, mais son regard n'était pas dur. « Ça va » demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. La foule haleta en le reconnaissant. Certains se mirent à filmer, d'autres se contentèrent de fixer. Adana ne savait pas quoi dire. « Je vais bien » murmura-t-elle en serrant son plateau comme un bouclier. « Tu es enceinte, et on vient de te pousser au milieu de la route » dit-il en la regardant avec inquiétude. « Ce n'est pas normal. » Elle détourna le regard, gênée et confuse. Qui était cet homme? Et pourquoi s'en souciait-il? Kolechi fit signe à son équipe de sécurité de reculer. Il fouilla dans sa poche et en sortit un élégant portefeuille en cuir, compta quelques billets impeccables et les tendit à Adana. « Je prends tout » dit-il simplement. Elle fixa l'argent, confuse et méfiante. « Monsieur, ce n'est que du pain » murmura-t-elle. Il lui retira délicatement le plateau des mains et le posa sur le capot du SUV, ignorant le cliquetis des appareils photo des téléphones. « Oui, et tu es juste un être humain qui mérite mieux que ça. » La sincérité de son ton la surprit. Il n'était pas comme les autres hommes riches qu'elle avait rencontrés, ceux qui jetaient l'argent comme des insultes, attendant une gratitude royale. Celui-ci ne portait même pas de montre. Il semblait différent. « Puis-je connaître ton nom » demanda-t-il. Elle hésita avant de répondre. « Adana. » Un petit sourire effleura ses lèvres. « Adana. Un beau nom. » Elle cligna de nouveau des yeux, rattrapée par l'instant surréaliste. « Merci, monsieur. » Kolechi, corrigea-t-il. « Tu n'es pas obligé de m'appeler monsieur. » Elle voulut protester, mais se mordit la langue. Cet homme était quelqu'un d'important, elle le sentait, même si elle ignorait comment ni pourquoi. « Pourquoi t'es-tu arrêté » demanda-t-elle doucement, la curiosité prenant le dessus sur la peur. Kolechi leva les yeux vers le soleil, se protégeant les yeux. Parce que parfois, on a un moment pour faire quelque chose d'important, et si on le rate, il ne se reproduit jamais. Les mots semblaient personnels. Adana n'insista pas davantage. Au fil des minutes, les murmures de la foule s'intensifièrent. Il se tourna vers son chauffeur et acquiesça. « Ramène-la chez elle. » Mais Adana refusa rapidement. « Je vais bien, je peux marcher. » Il respecta sa fierté et n'insista pas.
Il laissa plutôt une carte sur le plateau. « Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. » Puis il monta dans la voiture et disparut, le convoi disparaissant aussi vite qu'il était arrivé. Cette nuit-là, Adana était allongée dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa tante, les yeux rivés au plafond. La carte reposait sur le bord de son matelas, intacte mais rayonnante de possibilités silencieuses. Sa tante, Madame Neka, tapait sur des casseroles dans la cuisine, marmonnant à propos des filles irrespectueuses qui attiraient l'attention. Adana essayait de dormir, mais ses pensées revenaient sans cesse à lui, Kelechi. Il y avait quelque chose de brisé dans son regard, quelque chose de doux dans sa voix. Pourquoi s'était-il arrêté pour elle? Elle avait vécu toute sa vie invisible aux yeux des hommes comme lui. Elle se retourna, se tenant le ventre. Son enfant à naître donnait de légers coups de pied. « Tu as vu ça, ma puce ?» murmura-t-elle. « Un miracle s'est produit devant nous aujourd'hui. » L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Des blogs ont publié des vidéos floues du fils du président arrêtant un convoi pour une pauvre femme enceinte. Les chaînes d'information ont spéculé sur l'identité de la mystérieuse femme. Les utilisateurs des réseaux sociaux se demandaient si c'était une mise en scène. Mais pour Adana, ce n'était pas que des ragots, c'était le moment le plus humain qu'elle ait vécu depuis des mois. Elle reprit sa vente de pain le lendemain, ignorant les murmures et les regards en coin. Sa tante lui avait conseillé de se tenir à l'écart des hommes puissants, mais la curiosité la tenaillait. Le 4e jour, elle vit une voiture noire familière s'approcher, pas le convoi complet cette fois, juste un SUV. Son cœur fit un bond. Cette fois, Kelechi portait un jean et un polo. Pas de sécurité, pas de vitres teintées. Juste un homme qui marchait vers elle avec un sourire chaleureux. « Je ne pensais pas que je reviendrais, » demanda-t-il. Elle sourit, essayant de cacher sa nervosité. « Je pensais que tu étais juste gentille pour les caméras. » Il rigola. « Pas de caméra aujourd'hui. Juste moi. Et peut-être du pain, si tu veux bien m'en vendre encore. » Elle lui tendit quelques miches. « Tu as fait tout ce chemin, juste pour du pain. » Il hocha la tête, s'appuyant nonchalamment contre l'étal du vendeur. « Peut-être que je suis venu pour l'histoire du pain. » Adana rit pour la première fois depuis des semaines. Il régnait entre eux une étrange aisance. Elle voyait bien qu'il ne cherchait pas à l'impressionner, il était juste fatigué. Et, étrangement, elle comprenait mieux que quiconque ce genre d'épuisement. Kelechi passa 20 minutes là, à lui poser des questions sur sa journée, ses envies et les mouvements de son bébé. La légèreté de sa voix lui fit oublier le poids qu'il portait. Cela faisait des mois qu'il n'avait parlé à personne sans se sentir jugé ou pris à partie. Elle ne lui posa aucune question sur sa maladie, son ex-femme ou ses convictions politiques. Elle lui a simplement parlé comme à un homme. Et c'est ce qui l'a fait revenir. En partant, il lui a tendu une enveloppe marron. « Au cas où tu aurais besoin de quelque chose pour le bébé, » dit-il. Elle fronça les sourcils. « Je n'ai pas demandé la charité. »« Je sais, » répondit-il. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la gentillesse. Tu as le droit d'accepter ça. » Elle le regarda partir, le vent allant les bords de sa chemise tandis qu'il montait dans la voiture. Pour la première fois, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, son histoire allait changer. La semaine suivante, Kelechi revint, cette fois avec des provisions, des vitamines prénatales et une carte de contact médical. Adana était bouleversée. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle en détournant le regard. « Je veux bien, » répondit-il. « Tu me rappelles qui j'étais avant tout ça. » Elle pencha la tête. « Avant quoi ?» Et c'est là qu'il le lui a dit. Sous le grand manguier qui ombrageait son étal de pain, Kelechi Okonjo racontait son histoire avec douceur et sérénité. Le diagnostic terminal, le mariage brisé, les enfants qu'il n'avait pas vus depuis des mois, la fortune dont il ne se souciait plus. « Un an, » dit-il doucement, les yeux rivés au ciel. « Peut-être moins. » Adana ne savait pas quoi dire. Il ne recherchait pas la pitié, et elle n'était pas du genre à la lui offrir. Au lieu de cela, elle posa doucement une main sur la sienne. « C'est beaucoup, » murmura-t-elle. « Mais tu es toujours là. » Cela devait signifier quelque chose. Ces mots touchèrent un endroit profond en lui, un espace vierge de toute richesse ou souffrance. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Ni les médecins, ni son ex-femme, ni même son père. Juste elle, une vendeuse de pain au bord de la route, les pieds couverts de poussière et la voix pleine d'espoir. « J'ai peur, » avoua-t-il, la première fois que ces mots quittèrent ses lèvres. Elle lui serra la main. « Moi aussi. » Cet après-midi-là,
Ils restèrent assis en silence, tandis que les voitures passaient, que les gens marchandaient et que le soleil se couchait vers l'ouest. Ils n'avaient pas besoin de plus de mots. Dans ce silence, quelque chose de fragile commença à fleurir, quelque chose de plus profond que la pitié ou la charité. Kelechi partit avec un demi-sourire qui persista plus longtemps que d'habitude. Adana le regarda s'éloigner, le cœur lourd et léger à la fois. Deux âmes solitaires, chacune avec un fardeau trop lourd à porter seule, avaient trouvé un étrange réconfort l'une dans l'autre. Et en fermant son box pour la soirée, elle murmura à son bébé. « Peut-être ne sommes-nous pas si seuls après tout. » Adana entra en traînant les pieds dans le salon faiblement éclairé de la petite maison qu'elle partageait avec sa tante, les pieds endoloris après une longue journée. Madame Neka ne leva pas les yeux de la télévision en entrant, mais ses lèvres étaient déjà pincées de désapprobation. « Il est revenu aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda la vieille dame sans la regarder. Le cœur d'Adana se serra. « Ma tante, il n'a apporté que de la nourriture et des médicaments, dit-elle doucement. Mais sa tante ne semblait pas impressionnée. Ces hommes riches viennent toujours avec des cadeaux, Adana. Ensuite, ils demanderont des choses qu'aucune bonne fille ne devrait donner. Je l'ai déjà vu. Adana resta silencieuse. Elle savait que sa tante était bien intentionnée, mais ses avertissements étaient teintés d'une longue amertume. N'oublie pas chez qui tu loges, ajouta Neka. Garde tes jambes serrées et ta fierté intacte. Adana retourna dans sa chambre, le cœur lourd de mots non prononcés. Elle n'était pas naïve. Elle avait déjà été abandonnée, par des amis, par des amants, par la vie elle-même. Mais Kelechi ne ressentait pas l'exploitation. Elle semblait prudente. Pendant ce temps, au cœur du quartier huppé d'Abuja, Kelechi était assis seul dans le calme de sa résidence autrefois animée, sirotant une tisane chaude, comme son médecin le lui avait prescrit. La maison ressemblait désormais à un mausolée, ses recoins résonnant de souvenirs de rires et de pas depuis longtemps disparus. Des flashbacks le hantaient. Il avait été autrefois la coqueluche du monde des affaires, intelligent, audacieux et éloquent. Il avait bâti une entreprise multimilliardaire de toutes pièces avant même d'avoir 35 ans. Puis le diagnostic est tombé. Au début, il a gardé le secret, espérant une erreur. Mais les résultats des tests lui ont toujours donné le même message. Son temps était compté. Sa femme Ngozi n'avait pas pu gérer la situation. Quelques mois plus tard, elle a demandé le divorce, emmenant avec elle leurs deux jeunes enfants. L'amertume de sa trahison persistait, comme un goût amer. Ses parents ont tenté de le persuader de garder la maladie secrète pour sauver les apparences. Mais à quoi bon faire semblant de vivre alors qu'il était déjà en train de mourir intérieurement? Kelechi repensa à Adana, à sa force tranquille, à la façon dont elle se tenait malgré les circonstances. Elle lui rappelait le genre de personne qu'il prétendait autrefois aider, mais qu'il avait été trop détaché pour vraiment comprendre. Sa présence était comme un miroir, le forçant à voir sa propre fragilité et son humanité. Ce soir-là, il se retrouva à parcourir les articles de presse la concernant. Internet avait exagéré leur rencontre. Les blogs supposaient qu'ils sortaient ensemble. Les journalistes tentaient d'obtenir des interviews exclusives. Ils les avaient tous ignorées. Ce n'était pas une question de relations publiques ou d'image. Il s'agissait de trouver un sens au jour qui lui restait. Et pour la première fois depuis son diagnostic, il attendait le lendemain avec impatience, non pas par grand projet, mais simplement parce qu'il voulait revoir Adana. Adana s'essuya le front avec le bord de son emballage tout en disposant les pains sur son plateau. Le soleil venait à peine de se lever, mais le bord de la route grouillait déjà de passants et de vendeurs. Elle n'avait pas bien dormi, ses rêves s'emplissant d'images de Kelechi, de son sourire douloureux, de sa force tranquille. Alors qu'elle se penchait pour récupérer un petit pain tombé, une voix derrière elle la fit sursauter. « Tu devrais faire plus attention, maman. » Elle se retourna et vit Kelechi debout derrière elle, un sac noir à la main. Il portait une casquette décontractée et des lunettes de soleil, essayant d'éviter l'attention, mais son aura était reconnaissable entre toutes. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, un mélange de surprise et de joie se lisant sur son visage. Il souleva le sac. Des courses et des vitamines prénatales. Ordre du médecin. Et peut-être un peu de suya, au cas où tes envies se manifesteraient tôt aujourd'hui. Adana étouffa un rire et secoua la tête. « Tu es incroyable. » Leur échange ne passa pas inaperçu. Les murmures commencèrent à s'envoler autour, d'eux comme des mouches. Deux jeunes femmes debout près du kiosque à journaux se poussèrent du coude et rigolèrent, le reconnaissant clairement.
Un homme qui passait marmonna quelque chose à propos de chercheurs d'or et de coups de pub. Adana le remarqua. Kalechi le remarqua aussi. Mais aucun des deux ne réagit ouvertement. Au lieu de cela, il déposa délicatement le sac à ses pieds et s'accroupit à côté d'elle. « Tu es la personne la plus forte que j'ai rencontrée depuis des années, » dit-il doucement. « Je veux juste t'aider. » Les yeux d'Adana s'emplirent d'une émotion inexprimée. Elle hocha la tête, incapable de formuler des mots. Pour elle, il ne s'agissait plus seulement de pain. Il s'agissait d'être vu, vraiment vu, par quelqu'un qui ne lui devait rien et n'attendait rien en retour. Mais tout le monde n'était pas ravi. Plus tard dans la soirée, une vendeuse âgée s'approcha d'Adana alors qu'elle faisait ses bagages. « Ma chère, sois prudente, prévint-elle. Ce genre d'homme ne vient pas comme ça pour rien. Tu portes belle, et tu n'es pas de sa classe. » Adana sourit poliment, mais ne dit rien. Intérieurement, elle était aux prises avec une tempête d'émotions, de gratitude, de confusion et une lueur de peur. Et s'ils avaient raison? Et si elle n'était qu'une distraction pour un homme qui comptait ses jours? Mais lorsqu'elle repensa à la façon dont il avait tenu son plateau sans broncher, à la façon dont il avait écouté au lieu de juger, ses doutes s'apaisèrent. Il n'était pas comme les autres. Et cela l'effrayait plus que tout, car elle commençait à s'en soucier. Les nuages s'assombrirent en fin d'après-midi, une tension intense planant dans l'air. Adana venait de vendre son dernier pain et rassembler ses affaires lorsque les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Elle resserra son pagne et commença à marcher d'un pas rapide. Mais quelques minutes plus tard, le ciel s'ouvrit sous une pluie torrentielle. Le tonnerre grondait au loin tandis qu'elle cherchait refuge sous un étroit auvent, trempé jusqu'aux os. Son ventre gonflé l'empêchait de se déplacer rapidement. Les passants la dépassaient à toute vitesse, et les véhicules filaient à travers les flaques d'eau, projetant de l'eau sur le trottoir. Elle frissonna, serrant fort ses bras, quand soudain un SUV noir familier s'arrêta à côté d'elle. La portière s'ouvrit. « Monte » dit Kelechi, un parapluie au-dessus d'elle. Elle hésita un instant avant de monter. La chaleur de la voiture lui semblait un havre de sécurité. « Tu es toujours là » dit-elle en claquant légèrement des dents. « J'allais te voir de toute façon » répondit-il en lui tendant une petite serviette. « Mais je ne m'attendais pas à te trouver en pleine tempête. » Elle s'essuya le visage et lui jeta un coup d'œil. « Tu as mieux à faire que de sauver un vendeur de pain chaque semaine. » Il regarda droit devant lui, puis se tourna vers elle avec une intensité silencieuse. « Tu n'es pas qu'un vendeur de pain. Tu es Adana. Et j'aime te voir. » Le silence s'installa. Pas gênant, mais chargé de pensées non exprimées. Dehors, la pluie redoublait. À l'intérieur, quelque chose avait changé. Il la raccompagna chez elle en silence, le bruit de la pluie remplissant les espaces vides entre leurs paroles. Arrivée chez sa tante, elle marqua une pause avant d'ouvrir la porte. « Merci pour tout, Kelechi. Il esquissa un léger sourire. Je te l'ai dit, je veux t'aider, non par pitié, mais parce que tu mérites mieux. » Elle hocha la tête et sortit, mais il la rappela. « Attends, demain, je veux te montrer quelque chose. Tu peux venir avec moi ?» Adana hésita. « Bon? Un endroit important, dit-il. Tu verras. » Elle hocha lentement la tête et ferma la porte derrière elle. En marchant vers la maison, la pluie ne lui parut plus aussi forte. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'eut plus l'impression de marcher seule. Le lendemain matin, Adana se tenait devant le grand bâtiment de verre, les yeux écarquillés d'incrédulité. C'était le siège d'une association à but non lucratif que Kelechi avait secrètement fondée des mois auparavant, un programme de sensibilisation visant à soutenir les vendeurs ambulants, en particulier les femmes. À l'intérieur, des couloirs propres grouillaient d'employés, de bénévoles et d'une efficacité silencieuse. Kelechi lui fit faire un tour rapide, la présentant à quelques chefs de projet et lui montrant des piles de propositions en attente d'approbation. « Voilà, c'est ce qu'on fait. » demanda-t-elle, stupéfaite. Il hocha la tête. « J'ai commencé ce projet après mon diagnostic. Je voulais que le peu de temps qui me restait serve à quelque chose. Vous m'avez encouragé à le développer encore plus vite. » Adana sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne s'était jamais imaginée être une source d'inspiration pour qui que ce soit, et encore moins pour lui. Après la visite, ils entrèrent dans une salle de conférence où une petite équipe se préparait pour un événement de lancement. Despant. Erol arborait des slogans comme « Dignité, travail acharné, vendeuse ambulante, femme forte ». Kelechi se tourna vers elle. « Je veux que tu participes à tout ça. Pas seulement comme symbole,
mais comme partenaire. Votre histoire mérite d'être entendue. Adana se fia. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Je n'ai pas ma place dans des endroits comme celui-ci. Kelechi lui prit la main. Oui, tu le fais. Tu es tout ce que cet endroit représente. Ces mots furent comme un baume pour son âme. L'idée de s'aventurer au-delà du bord de la route la terrifiait. Mais son regard, plein d'espoir et d'indéfectibilité, lui donnait la conviction qu'elle pouvait le faire. « D'accord, murmura-t-elle. Je vais essayer. » Ce soir-là, alors qu'il se tenait devant le bâtiment pour regarder le soleil se coucher sur la ville, Adana se tourna vers lui. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda, les yeux emplis de chaleur. « Parce que dans un monde bruyant, tu étais le seul à écouter. » Elle sourit, le poids de son passé s'envolant lentement de ses épaules. Kelechi ne lui offrit pas un conte de fées. Il lui offrit quelque chose de bien plus réel, de la dignité, un but et une chance de prendre un nouveau départ. Et pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, Adana sentit un souffle de changement dans son cœur, doux, stable et plein d'espoir. Le père de Kelechi, le président Izo Konjo, était assis, raide, derrière son imposant bureau à ASO Rock Villa, les doigts croisés, l'air indéchiffrable tandis que le chef âgé déposait un épais dossier devant lui. « C'est dans tous les médias, » commença le chef d'une voix basse mais ferme. « Votre fils, vu en train de fraterniser avec un vendeur de pain au bord de la route. Des photos, des rumeurs et même des tweets font état d'une relation amoureuse. Ce n'est pas l'image dont nous avons besoin en ce moment, surtout avant le sommet du mois prochain. » Le président n'a pas réagi immédiatement. Son esprit était ailleurs, partagé entre ses obligations politiques et l'affection profondément enfouie qu'il portait encore à son fils unique. « Il ne se présente pas aux élections, chef. Il ne fait même plus de politique, dit-il finalement, mais le chef âgé insista. Mais il reste ton fils. Ses choix te concernent. La présidence ne doit pas être entachée de scandales, inventés ou non. » Pendant ce temps, Kelechi recevait un appel de son père tard dans la soirée. « Ce que vous faites peut paraître noble, » commença le président d'un ton prudent, « mais vous devez en comprendre les implications. C'est une vendeuse ambulante. Les gens commencent à parler. » Kelechi était assis tranquillement dans son bureau, contemplant le jardin éclairé par la lune. « Alors, laissez-les parler, » dit-il doucement. « C'est la première fois depuis longtemps que j'ai l'impression de faire quelque chose d'important. Quelque chose de vrai. » Son père soupira. « Tu crois que j'ignore que tu es malade? Tu crois que je ne vois pas ce que ça te fait ?» Ce silence entre eux résonnait de vérités non dites. L'espace d'un instant, le pouvoir, les titres et la distance entre eux s'estompèrent. « Je n'ai pas honte de la façon dont je choisis de vivre le reste de ma vie, » répondit Kelechi. « Et si cela vous dérange, vous ou votre administration, alors peut-être que le problème ne vient pas de moi. » Il raccrocha et éteignit son téléphone, refusant de laisser la culpabilité ruiner sa détermination. De retour chez elle, Adana commençait à ressentir les répercussions de sa relation avec Kelechi. Les vendeurs chuchotaient à son passage. Quelques clients évitaient désormais son stand. Même sa tante devenait plus distante, méfiante face à l'attention. « Les gens nous regardent. » dit Madame Neka un soir, la voix tendue. « Et tout le monde ne souhaite pas le meilleur pour une fille comme toi. » Adana essayait de se concentrer sur son bébé qui grandissait, sur sa paix fragile avec Kelechi et sur la petite lueur d'espoir qui commençait à illuminer son chemin. Mais la pression pesait lourdement sur elle. Kelechi remarqua son ton réservé lors de leur rencontre suivante. « Tu n'es pas seul dans ce cas, » lui dit-il alors qu'ils étaient assis tranquillement dans le parc. « Quoi qu'il arrive, je suis là, jusqu'à ce que je ne puisse plus l'être. » Elle le regarda, vit l'honnêteté brute dans ses yeux et hocha la tête. D'une certaine manière, ces paroles avaient plus de force que n'importe quelle promesse. L'effervescence médiatique atteignit son paroxysme à la fin de la semaine. Les présentateurs débattirent de la moralité et de l'image que pouvait avoir le fils du président de quitter son cercle d'élite pour se mêler à la classe populaire. Les tribunes ont inondé les réseaux sociaux, certains qualifiant Kelechi de révolutionnaire, d'autres de honte pour l'image nationale. Même dans ces moments de calme, il n'échappait pas aux gros titres. Mais Kelechi n'a pas bronché. Il savait désormais ce qu'il voulait. Ce n'était ni le pouvoir, ni l'héritage, ni l'approbation. C'était la paix. Il convoqua une conférence de presse, non pas par l'intermédiaire du gouvernement, mais de son équipe personnelle.
La salle était remplie de journalistes qui s'attendaient à un scandale. Au lieu de cela, il est entré seul, vêtu simplement d'une chemise et d'un pantalon en tissu Ankara, et a lu une note manuscrite. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à courir après le vent, la richesse, le statut, l'influence. Mais la vie, comme je l'ai appris, ne se mesure pas au titre ou aux propriétés, dit-il d'une voix ferme malgré les flashs des appareils photo. Il me reste peu de temps. Et j'ai choisi de consacrer ce temps à ce qui compte vraiment, les gens. Humanite. Bonté. Un murmure se répandit dans la pièce. Je me retire officiellement de toute responsabilité politique. Je ne brigue pas de mandat. Je ne recherche pas de soutien. Je ne serai pas l'ombre de l'administration de mon père. Je serai simplement Kelechi, essayant de vivre le reste de mes jours avec détermination. La salle resta silencieuse un instant, avant que les questions ne fusent. Il répondit poliment à quelques questions, puis les remercia et quitta la pièce. Ce soir-là, Internet explosa à nouveau, mais cette fois, le ton avait changé. Certains le ridiculisèrent. D'autres ont qualifié cet acte d'intégrité le plus audacieux qu'ils aient jamais vu de la part du fils d'un dirigeant. Adana regardait la conférence de presse sur la vieille télévision de sa tante, la main posée délicatement sur son ventre, essuyant une larme discrète. Elle ne comprenait pas pourquoi cela la touchait autant. Peut-être était-ce dû à la dignité avec laquelle il parlait, ou au courage discret dans son regard. Peut-être parce qu'elle savait combien il avait dû renoncer pour être lui-même. Ce soir-là, Kelechi se présenta à son stand, comme toujours. Mais cette fois, les regards ne la troublèrent pas. « Tu as vraiment réussi », dit-elle doucement en lui tendant un pain chaud. « Aïe, acquiesca. Je suis libre maintenant. » Elle sourit et lui tint la main un instant. Et puis, voyons ce que nous pouvons faire de cette liberté. Les semaines passèrent, et la vie commença à basculer, doucement et de façon inattendue. Un matin, Adana se réveilla et trouva Kelechi qui l'attendait devant la propriété de sa tante, un trousseau de clés à la main. « Il y a un petit magasin à l'autre bout de la ville, » dit-il. « Bien aéré, près d'une école. J'ai pensé que ce serait un meilleur endroit pour cuisiner et vendre. Tu aurais ta propre enseigne, avec ton nom dessus. » Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Je ne peux pas accepter ça, Kelechi. C'est trop. » Mais il secoua la tête. « Tu n'acceptes pas la charité. Tu saisis une chance. » Elle hésita, son orgueil luttant contre ses rêves. Finalement, elle prit les clés d'une main tremblante. « Alors je te rembourserai, » dit-elle fermement. Chaque Nera. Il sourit. Marché conclu. La boutique était modeste, mais pleine de promesses. Grâce au financement discret de Kelechi et à sa propre sueur, Adana a transformé l'espace en une charmante petite boulangerie, Adana et Sirt. Le nom peint en lettres dorées sur la vitre lui a gonflé la poitrine de fierté. L'odeur du pain frais et des petits pains commença bientôt à attirer les passants, les étudiants et les ouvriers du quartier. Zara et Emika, ses anciennes amies du lycée, arrivèrent pour l'aider à gérer les commandes. « Je n'aurais jamais cru te voir derrière un vrai comptoir. » La taquina Zara, les yeux embués. « Tu ne fais plus que survivre, ma fille. Tu vis. » Adana rayonnait. Pour une fois, elle se sentait plus qu'une victime des circonstances. Elle construisait quelque chose, brique par brique, miche par miche. Kelechi lui rendait souvent visite, mais ne s'attardait jamais trop longtemps, respectant son espace et son droit de propriété. Il s'asseyait dans un coin tranquille avec son thé, observant les clients aller et venir, esquissant parfois des idées pour sa fondation. Leurs liens se renforçaient dans le silence qui les unissait. Il n'essayait jamais de s'attribuer le mérite de sa réussite, et elle ne laissait jamais passer un jour sans lui offrir un sourire chaleureux ou un petit pain offert, emballé comme il le souhaitait. La boulangerie devint leur point de rencontre, symbole de ce pourquoi ils se battaient tous les deux. La normalité, la dignité et un bonheur tranquille. Chaque jour apportait de nouveaux visages, de nouvelles histoires et une patte fraîche qui levait avec espoir. Et pour Adana, ce fut le début d'une vie qu'elle n'aurait jamais cru mériter. Par un beau samedi matin, Kelechi surprit Adana avec une invitation. Une simple sortie, sans presse, sans chichi. « Allons nous promener dans un endroit tranquille », proposa-t-il. Elle accepta, et ils se rendirent dans un parc paisible au bord d'un lac, en périphérie de la ville. Il n'y avait pas de paparazzi, pas d'appareil photo bourdonnant, seulement le bruissement des feuilles et la douce brise de l'eau. Ils marchaient lentement, Adana posant parfois la main sur son ventre et Kelechi s'adaptant au rythme. Elle riait plus librement maintenant. Il écouta plus attentivement.
Ils parlèrent de bêtises d'enfance, de leurs friandises préférées, des premières chansons sur lesquelles ils avaient dansé. Pendant quelques heures, ils furent deux personnes découvrant la joie dans l'ordinaire. Ils terminèrent leur promenade par un arrêt dans une petite boutique pour bébés. Kelechi insista pour acheter quelques petites choses. Le bébé a besoin d'une petite grenouillère avec un lion dessus, dit-il en prenant une et en souriant. Adana secoua la tête en riant. Tu es plus excité que moi. Il marqua une pause, son regard s'adoucissant. Cet enfant est un miracle. Tout est un miracle. Je veux faire partie des deux, tant que je le peux encore. Son rire s'estompa dans un silence empli d'émotion. Elle tendit la main et toucha la sienne. Alors, faisons en sorte que ces moments comptent. Ils quittèrent la boutique avec quelques petits vêtements, un hochet et la conviction commune que le temps, même fugace, était meilleur passé ensemble. À la fin de la journée, ils trouvèrent un petit stand de restauration au bord de la route et partagèrent une assiette de riz jollof sous un ciel violet. Les lampadaires s'allumèrent et la ville vibra de l'énergie du soir. « Merci, dit soudain Adana, de m'avoir fait me sentir normal, de m'avoir offert cette journée. » Kelechi la regarda, les yeux plissés. « Non, merci de m'avoir rappelé ce que signifie vivre. » Ce soir-là, alors qu'il la déposait, ils s'attardèrent quelques instants de silence dans la voiture. Rien de plus ne fut dit. Rien de plus n'était nécessaire. Dans un monde souvent trop bruyant et trop cruel, ils avaient trouvé un havre de paix, et pour tous deux, cela leur suffisait. Par un après-midi venteux, Adana et Kelechi étaient assis sous l'auvent derrière sa boulangerie, sirotant du zobo frais, tandis que le bourdonnement de la rue résonnait doucement autour d'eux. Un silence régnait entre eux, non pas gêné, mais plein d'attente. Depuis des jours, Adana sentait l'interrogation grandir dans son regard, la curiosité qu'il s'efforçait tant de réprimer. Finalement, sans préambule, elle prit la parole. « Il s'appelait Ibuka. » dit-elle, les yeux fixés sur un point au loin. « Nous nous sommes rencontrés pendant mon ISC. Il a dit tout ce qu'il fallait. Il m'a promis une vie que je n'avais jamais eue. » Kelechi l'a écouté sans l'interrompre. Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il a disparu. Comme ça, sans dire au revoir. Aucune explication. Je suis revenu à Abuja dans l'espoir de trouver du travail. Antneka m'a accueilli, non sans me rappeler quotidiennement que j'étais devenu le problème de quelqu'un d'autre. Sa voix tremblait, mais sa posture restait ferme, comme si elle avait répété sa force face à la douleur. Kelechi lui prit doucement la main, non pas pour la consoler, mais simplement pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. « Tu ne méritais pas ça, dit-il. Personne ne le fait. » Adana laissa le silence se prolonger avant de poursuivre. « Parfois, je me demande si je n'ai pas poursuivi un rêve trop loin, si je suis un charmeur de sincérité. Mais ensuite, je regarde mon ventre et je n'éprouve aucun regret. Cet enfant est à moi de le protéger, à moi d'aimer. » Sa voix s'adoucit avec conviction. Pendant très longtemps, j'ai cru qu'aucun homme ne me regarderait autrement qu'avec jugement. Jusqu'à toi. Kelechi ne souriait pas, mais ses yeux brillaient. Adana, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je veux que chaque seconde soit remplie de gens qui me font sentir vivant. Tu y parviens. Simplement en étant toi-même. Ce jour-là a marqué un tournant dans leur lien, non plus fondé sur les circonstances, mais sur la vérité. Ce n'était plus un lien fragile, né de la pitié ou de l'admiration. C'était devenu un refuge partagé, un lieu où deux êtres brisés pouvaient simplement exister sans performance. Adana cessa de se préparer à la déception en sa présence, et Kelechi ne se sentit plus l'ombre de lui-même. Ce soir-là, de retour dans son petit appartement, elle se plaça devant le miroir et posa une main sur son ventre. « Tu es déjà tellement aimé, murmura-t-elle. Et pas seulement de moi. » Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait plus honte de son passé. Parce qu'elle comprenait que la guérison ne nécessitait pas l'oubli, mais seulement le courage d'avancer. L'épisode est survenu soudainement. Kelechi examinait des documents pour la nouvelle initiative de la Fondation, une subvention éducative destinée aux vendeurs défavorisés, lorsque la pièce se mit à tourner violemment. Ses doigts tremblaient et une vive douleur lui traversa la poitrine. Il s'effondra avant que son assistant ne puisse l'atteindre. La maison a sombré dans le chaos lorsque le personnel a appelé à l'aide. Quelques minutes plus tard, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. À l'arrivée d'Adana, essoufflé et paniqué, son état était déjà stabilisé, mais sa vue, immobile sous des draps blancs, la bouleversa. Une infirmière lui toucha doucement l'épaule.
Tu dois être celle dont il parle tout le temps, dit-elle avec un petit sourire. Il n'arrêtait pas de demander Adana. Les larmes lui piquaient les yeux. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle était ancrée dans son monde, ni à quel point il s'était intégré au sien. Le docteur Adjoa, un homme d'âge mûr, bienveillant, expérimenté et au regard fatigué, lui expliqua tout. L'état progresse plus vite que prévu, dit-il en soutenant le regard d'Adana. Il n'existe pas de miracle médical pour inverser la situation. Nous pouvons gérer les symptômes, peut-être lui faire gagner du temps, mais sa voix s'éteignit, le message douloureusement clair. Adana resta assise à côté du lit de Kelechi pendant des heures, ses doigts effleurant les siens. Quand il ouvrit enfin les yeux, un sourire las se dessina sur ses lèvres. « Tu es toujours là » murmura-t-il, « même quand c'est moche. » Elle sourit à travers ses larmes. « Tu m'as appris à ne plus courir. » Ses doigts serraient faiblement les siens. « Promets-moi que tu ne te laisseras pas détruire par ça. » Dans les jours qui suivirent, Adana devint une figure silencieuse dans sa salle de réveil, lisant des livres à voix haute, fredonnant pour son bébé à naître pendant que Kelechi se reposait, ou simplement veillant sur lui. Chaque minute partagée lui semblait désormais précieuse, fragile et fugace. Et même si la peur la submergeait chaque fois qu'elle voyait ses yeux vitreux de douleur, elle refusait de perdre espoir. Non pas l'espoir d'une guérison, mais l'espoir que l'amour, pur, silencieux et honnête, puisse encore éclore dans le terreau du chagrin. La maladie de Kelechi ne semblait plus une menace lointaine. Elle était arrivée, sans prévenir et implacable. Mais au lieu de reculer, Adana tint bon. Et dans ce choix, quelque chose de puissant s'éveilla entre elles, une promesse silencieuse d'affronter ensemble la suite. Seule dans sa boulangerie, un soir pluvieux, Adana regarda la pâte tourner dans le robot, l'esprit en proie à un tourbillon d'émotions. La nouvelle de l'aggravation de l'état de Kelechi pesait lourdement sur son cœur, la rongeant. Elle avait passé les derniers jours à faire semblant d'être forte pour lui, mais intérieurement, elle était en train de s'effondrer. Comment se préparer à une vie avec quelqu'un dont la vie s'éloignait lentement? Chaque sourire qu'il lui adressait, chaque rire qu'il partageait s'accompagnait désormais d'une pensée obsédante. Et si c'était le dernier? Elle s'appuya sur le comptoir, des larmes coulant sur ses joues. Ce n'était pas juste. Elle venait à peine de se remettre à rêver, de commencer à se sentir digne de quelque chose de bien, et maintenant le destin voulait tout lui arracher. Zara passa plus tard dans la soirée et la trouva toujours à la boulangerie. « On dirait que tu n'as pas dormi depuis des jours, » dit-elle doucement en la serrant dans ses bras. « Adana s'effondra. Je ne sais pas si j'y arriverai, Zara. Et si je m'approchais trop et que je le perdais, que m'arriverait-il? Que deviendrait le bébé? » Zara écouta, puis posa une main sur son épaule. « Tu l'aimes déjà, n'est-ce pas ?» Adana hocha la tête en larmes. « Alors, partir ne te sauvera pas de la douleur. Cela ne fera que vous faire regretter les moments que vous auriez pu partager. Vous n'avez pas besoin d'être un sauveur. Il vous suffit d'être là. » Ces mots percèrent le brouillard de la peur, offrant une clarté dont Adana ignorait avoir besoin. Le lendemain matin, Kelechi était assis près de la fenêtre de sa chambre d'hôpital, regardant la ville s'éveiller lentement. Adana entra avec une gourde de soupe aux poivres chaudes et un doux sourire. Il la regarda, surpris. « Tu es revenu ?» dit-il. « Je n'en étais pas sûr. » Elle posa la flasque sur le plateau à côté de lui et lui prit la main. « J'ai failli ne pas le faire, » admit-elle. « Mais ensuite, j'ai réalisé que même si je ne passais que quelques mois de plus avec toi, chaque seconde en vaudrait la peine. » Les yeux de Kelechi s'emplirent de larmes, et pour la première fois depuis longtemps, il se laissa pleurer. Ni de peur, ni de douleur. Mais, malgré le réconfort immense d'avoir été choisi, même dans son état le plus brisé, dans cette pièce silencieuse, leur amour n'était plus implicite. Il était exprimé, vécu et gardé comme un objet sacré. Les jours qui suivirent s'écoulèrent avec une lenteur intentionnelle. Kelechi avait été libéré, même s'il dépendait désormais davantage de médicaments et de repos, il insista pour passer sa convalescence chez lui, et non à l'hôpital. Il voulait sentir le soleil, sentir les fleurs fraîches et entendre le bruit de la vie à sa fenêtre. Un soir, alors qu'Adana l'aidait à ajuster son oreiller sur la véranda, il la regarda avec une étrange intensité. « J'ai quelque chose à te demander, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle s'assit à côté de lui, l'air impatient. « Emménage avec moi. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Kelechi, sans pitié ni romantisme, l'interrompit. «
mais parce que je veux me réveiller en sachant que tu es là. Je veux entendre le premier cri du bébé. Je veux être là aussi longtemps que possible. Adana resta silencieuse un long moment. Ce n'était pas la grande demande en mariage romantique dont on rêvait, pas d'agenouillement, pas de pluie, pas de fleurs. C'était sincère, brut, plein de vérité et de mortalité. Et que se passe-t-il quand elle commence, mais qu'il pose doucement un doigt sur ses lèvres? On ne s'en préoccupe plus pour l'instant. Concentrons-nous sur le présent. Sur nous. Elle ravala la boule qui lui serrait la gorge. D'accord, murmura-t-elle. J'emménage. Ce soir-là, elle fit ses valises, dit au revoir à sa tante en larmes et entra dans le manoir, non pas en visiteuse ou invitée, mais en personne. Le personnel l'accueillit chaleureusement, et bientôt, son rire résonna à travers les murs trop longtemps silencieux. La nouvelle routine s'installa doucement. Elle se promena avec lui dans le jardin. Ils préparaient les repas ensemble quand il en avait la force. Et le soir, il s'asseyait, la tête de Kalechi sur ses genoux, à raconter des histoires sous les étoiles. Adana transforma l'une des chambres d'amis en chambre d'enfants, et Kalechi insista pour la peindre lui-même, même si cela lui prit 3 fois plus de temps que d'habitude. Chaque coup de pinceau était une déclaration. Il était toujours là, toujours vivant, toujours aimant. Et Adana, malgré la peur qui planait encore dans son cœur, trouva la paix dans ce nouveau rythme. Ils ignoraient combien de temps ils avaient, mais chaque instant leur appartenait désormais, et cela faisait toute la différence. L'accouchement survint aux premières heures d'un matin brumeux. Adana venait de finir de plier les petits vêtements dans la nouvelle chambre du bébé lorsqu'une vive douleur lui saisit l'abdomen. Elle s'y attendait d'un jour à l'autre, mais son intensité la surprit tout de même. Kalechi, qui somnolait sur le canapé à côté de lui, se réveilla instantanément en entendant ses cris étouffés. Sans paniquer, il se leva d'un bond et appela le chauffeur. « Il est temps, murmura-t-il en l'embrassant sur le front et en l'aidant à monter dans la voiture. L'hôpital était prêt à leur arrivée et, en quelques heures, Adana donna naissance à un petit garçon en pleine santé, aux yeux écarquillés et brillants comme des étoiles du matin. Elle était épuisée, son corps tremblait sous l'effort, mais lorsque l'infirmière lui prit l'enfant dans les bras et que Kalechi se pencha vers elle, tout le reste disparut. « Cheminée, dit Kalechi, les larmes aux yeux. Cela signifie que Dieu me tient. C'est son nom. Et à cet instant, sous la douce lumière d'une salle d'accouchement silencieuse, ils sont devenus une famille. De retour à la maison, le manoir, autrefois si vide, vibrait désormais de la douce magie d'une nouvelle vie. Les couches bruissaient, les pleurs des bébés résonnaient doucement dans les couloirs, et les rires revenaient dans des pièces qui avaient depuis longtemps oublié ce bruit. Kalechi insistait pour être impliqué dans chaque détail, des biberons tard le soir aux douces berceuses chantées en hibou. « Je n'ai peut-être pas beaucoup de temps, disait-il souvent, mais je veillerai à ce qu'ils reconnaissent ma voix, ma chaleur, mon amour. » Adana s'émerveillait de son dévouement. Elle avait pensé que cette période de sa vie serait marquée par la lutte et la honte, mais elle était désormais remplie de réconfort et de compagnie. Leur relation n'avait jamais suivi de chemin conventionnel, ni demande en mariage, ni vœu, mais dans chaque geste, chaque regard, il se faisait des promesses bien plus profondes que les mots ne pouvaient contenir. Les visiteurs allaient et venaient, Zara et Emeka apportaient des cadeaux et des larmes de joie. Même Madame Neka, réservée et sceptique, arriva discrètement un après-midi avec un petit bol de soupe au poivre et repartit sans un mot. La naissance de Chimbi avait eu un effet profond. Elle avait adouci les frontières, favorisé la guérison et façonné une nouvelle réalité que ni Kalechi ni Adana n'avaient jamais imaginée. Ils ne parlaient plus de la maladie qui persistait. Ils se concentraient plutôt sur le présent, les biberons chauds, les promenades de l'après-midi et les nuits paisibles, empreintes de ronflements et de l'odeur de la peau du nouveau-né. Kalechi tenait souvent son fils dans ses bras, respirant le parfum de la vie et de l'amour. Il savait que son temps était compté, mais dans la chaleur du petit corps de Chimbi, il trouva une lumière assez forte pour le guider vers son retour. Au fil des semaines, Kalechi reprit des forces et commença à dresser une liste, un catalogue manuscrit et d'où des endroits qu'il souhaitait visiter une dernière fois. Il ne s'agissait ni de lieux exotiques ni de destinations de luxe. Non, c'étaient des coins tranquilles du monde où les gens luttaient et espéraient, comme Adana. « Je veux les voir », lui dit-il un soir alors qu'il regardait le soleil se coucher derrière la clôture du jardin. « Des gens comme toi. Ceux qui me rappellent la force. » C'est ainsi qu'a débuté leur tournée d'adieu.
Avec bébé Shimby bien emmitouflé sur le siège arrière, ils ont visité des orphelinats locaux, des petites écoles de communautés rurales et des marchés gérés par des femmes que Kalechi avait contribué à financer par l'intermédiaire de sa fondation. À chaque étape, il donnait plus que de l'argent. Il offrait du temps, de l'attention et de la dignité. Dans un marché animé de cuges, une vieille vendeuse de tomates serrait les mains de Kalechi, les larmes aux yeux. « Tu es venu ici toi-même » demanda-t-elle, incrédule. « Pas ton personnel? Pas ton chauffeur ?» Il sourit doucement. Il n'y a pas de meilleure façon de comprendre le monde de quelqu'un que de le parcourir. Dans une école de filles de Maharava, il était assis dans une salle de classe poussiéreuse et lisait des livres d'images à voix haute, tandis qu'Adana l'observait depuis la porte, les larmes aux yeux. Shimby, emmitouflé dans ses bras, roucoulait doucement, comme si elle ressentait le poids de ce qui se passait. Ce n'était pas un voyage d'adieu au sens traditionnel du terme. C'était plutôt comme semer des graines, laisser derrière soi de petites étincelles d'espoir dans des lieux souvent oubliés. Chaque visage qu'il touchait, chaque main qu'il serrait devenait un adieu silencieux au monde qu'il avait autrefois tenté de dominer et qu'il apprenait désormais à aimer avec humilité. Chaque soir, de retour à la maison, Adana l'aidait à se coucher et ils discutaient pendant des heures. Ils parlaient de rêves, du genre d'homme que Shimby pourrait devenir et de ce que signifiait une vie épanouie, mesurée non pas en années, mais en impact. Je pensais que le pouvoir venait de la notoriété, dit Kalechi un soir en lui massant les mains fatiguées. Mais il vient du souvenir que l'on porte aux autres, de la façon dont on a fait ressentir les choses, de la façon dont on s'est montré présent, même dans ces derniers instants. Adana écoutait, le cœur brisé mais comblé. Elle n'avait jamais imaginé cela, cette vie remplie de triomphes discrets, de chagrins partagés et d'amour inexprimé. Et même si elle craignait ce qui l'attendait, elle savait aussi une vérité. Rien entre eux n'avait été perdu. La matinée était inhabituellement calme. Une douce brise d'harmattan soufflait à travers les rideaux transparents, emportant avec elle le léger parfum du frangipanier devant la fenêtre. Adana regardait tranquillement Kalechi, qui s'était endormi, la petite couverture de Shimby serrée entre ses doigts. Elle sourit et déposa un doux baiser sur sa joue avant de se lever pour aller voir le bébé. Shimby avait commencé à faire ses dents et l'avait tenu éveillé une bonne partie de la nuit. Mais Kalechi avait insisté pour le bercer et le rendormir. Chaque seconde compte, avait-il dit avec un sourire las. Adana réchauffa son thé et étendit son cardigan au bord du lit, comme toujours. Mais à son retour, Kalechi n'avait pas bougé. Quelque chose en elle se figea. Elle l'appela doucement, puis de nouveau, plus fort cette fois. Pourtant, il ne bougea pas. Lentement, sa main se posa sur son poignet. Pas de peau, pas de souffle, pas de mouvement. La révélation la frappa comme un raz-de-marée, douce mais indéniable. Kalechi était parti. Il s'était éteint paisiblement dans son sommeil, comme il l'avait toujours espéré. Ses genoux fléchirent et elle s'affaissa à ses côtés, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Mais il n'y avait aucune panique dans son chagrin, seulement un immense sentiment d'amour et de perte. Il était parti le plus sereinement possible, la chaleur de Shimby dans ses mains et la lumière du matin embrassant son visage. Et même si son cœur était brisé, elle ressentait aussi un étrange réconfort. Il n'était pas mort seul. Il était mort entouré d'amour. Plus tard dans l'après-midi, elle retrouva les lettres. Une pour elle, une pour Shimby, et une adressée à l'équipe de la fondation. Dans la sienne, Kalechi exprimait non seulement son amour, mais aussi sa gratitude. « Tu m'as donné ce qu'aucun médicament ne pourrait jamais m'apporter », disait la lettre. « Tu m'as fait me sentir vivant alors que je pensais être déjà mort. Merci, Adana. Vis avec audace. Élève-le fort. Et n'oublie jamais que ton histoire compte. » Elle serra la lettre contre sa poitrine, ses larmes trompant la page. Cette nuit-là, elle s'enveloppa dans son pull préféré, serra son fils contre elle et contempla les étoiles. Le corps de Kalechi avait quitté ce monde, mais son esprit persistait, dans la boulangerie, dans la crèche, dans chaque battement de cœur de l'enfant qu'ils avaient partagé. Dans les semaines qui suivirent l'enterrement de Kalechi, le manoir se transforma en quelque chose de nouveau. Les portes restèrent ouvertes, l'air rempli des senteurs fraîches du pain cuit et des rires des enfants. Adana transforma la maison en un hommage vivant, non pas un sanctuaire de tristesse, mais un lieu de ressourcement. La fondation fut rebaptisée Initiative Shimby,
en hommage à la vie que Kolechi avait contribué à donner au monde et à l'espoir qu'il avait laissé derrière lui. Le premier projet financé sous son nouveau nom était un programme de bourse destiné aux mères célibataires du Nigeria, leur offrant éducation, formation professionnelle et aide au logement. Adana a personnellement visité chaque centre, tenant Chimbi sur sa hanche, racontant l'histoire d'un homme qui a privilégié l'amour à l'héritage et l'humanité à la hiérarchie. Des gens sont venus du monde entier pour en savoir plus sur la femme qui avait transformé le fils du président. Les journalistes écrivaient des articles, non pas sur les scandales, mais sur la force. Zara et Emeka étaient à ses côtés comme marraines, et Madame Neka, bien que toujours sévère, devint un élément permanent de la vie de Chimbi, lui apportant souvent des cacahuètes bouillies en murmurant « Ton papa serait fier ». Mais les moments les plus marquants étaient les moments de calme, les petits matins où Adana cuisinait seul et murmurait des prières de gratitude, les nuits où Chimbi la rejoignait avec un sourire endormi qui ressemblait à celui de Kolechi, les souvenirs qui remontaient à la surface sans qu'on les y invite et lui apportaient de la chaleur plutôt que des larmes. Kolechi lui avait autrefois demandé de vivre avec audace. Et maintenant, à chaque décision, à chaque acte de bonté, elle le faisait. Des années plus tard, alors que Chimbi se tenait près d'une plaque gravée au nom de son père, tenant la main de sa mère, il demanda doucement « Comment était papa ?» Adana sourit, les yeux brillants d'amour. « Il était courageux, dit-elle. Non pas parce qu'il n'avait pas peur, mais parce qu'il avait choisi d'aimer quand même. Et il avait laissé ce monde meilleur qu'il ne l'avait trouvé. » Le soleil disparaissait derrière les nuages, projetant une teinte dorée sur le centre qu'ils avaient construit. Et tandis que le vent faisait bruisser les arbres, Adana sentit la présence de Kolechi tout autour d'elle, non comme un fantôme, mais comme une lumière qui la guidait. Leur histoire n'était pas terminée. Cela n'avait fait qu'évoluer vers un héritage, un espoir, un amour qui résonnerait bien au-delà des pages de leur époque. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.